Donc c'est ça l'idée révolutionnaire de Al-Khawarizmi, c'est que la chose est inconnue, mais on peut calculer avec elle parce qu'on peut l'enserrer dans des relations connues. Et cette manière d'enserrer la chose inconnue dans des relations connues, c'est quoi? Ça s'appelle une équation. Donc ça va être l'idée que l'algèbre, ça va être la science des équations. Et évidemment, c'est ça qui va d'ailleurs donner son titre au livre d'Al-Khawarizmi, qui est Kitab al-Jabru al-Muqabala, c'est-à-dire al-Jabru qui est la réduction, c'est-à-dire aussitôt, évidemment, quand il va avoir une équation comme ça, il va mettre en place une manière de calculer sur elle, de travailler sur l'équation, de la changer pour une autre, en sorte au bout du compte, en travaillant là-dessus, d'arriver à x égale 3. La solution, c'est x égale 3. Parce que ici, ça fait 3, 3 fois 3, 9, 10 fois 3, ça fait 30, 30 égale 39. Et comment il le fait? Par les opérations de Jabr, c'est-à-dire la réduction. Bon, ça je ne m'étends pas, mais c'est très simple. Et le Muqabala, c'est une autre forme de traitement. Donc, voilà, l'algèbre, c'est l'idée qu'on peut calculer directement sur l'inconnu en travaillant sur des nouveaux objets mathématiques qui s'appellent les équations. D'accord? Alors, ça a l'air de rien, mais d'abord, ça va donner un développement formidable. Bon, ça, je ne m'étends pas de calcul, etc. Et alors, ça va aussitôt poser des problèmes. Ah, il faut vraiment appuyer les mots. Oui, merci. Ça va aussitôt donc poser des problèmes par rapport à la mathématique dans son ensemble. C'est ça que je veux montrer. C'est pas parce que, vous voyez, quand ça apparaît, on peut dire, bon, alors d'accord, il a inventé une nouvelle manière de calculer, etc. C'est pas vraiment une discipline mathématique, ça va être simplement comme une nouvelle technique. Vous voyez, un peu comme l'informatique, on va dire. L'informatique, au départ, n'est pas vraiment conçue comme une partie des mathématiques, c'est comme un sous-produit des mathématiques, une manière de... Donc, est-ce que, je vous reprends mon schéma, on a ici... alors, je vais mettre ici, pourquoi? Parce que justement, l'algèbre va commencer d'enfoncer un coin là-dedans. Hein. Mais ici, j'ai l'arithmétique, ici, j'ai la géométrie, et l'algèbre va apparaître comme quelque chose qui écarte ça. Alors, je vous signale pour ceux, moi, l'image que j'aime bien employer pour ceux qui connaissent un peu en géologie, vous savez, on sait la dérive des continents, je ne sais pas si vous savez ça, on sait que les continents dérivent les uns par rapport aux autres sur la Terre. Avant, il y avait un continent unique qui était la Pangée, et puis ils sont petit à petit séparés. Et comment ça se sépare? Parce qu'il y a des failles océaniques, en fait, dans lesquelles il y a des matières qui viennent du magma terrestre, qui apparaissent, qui émergent et qui écartent. Vous pouvez imaginer un peu l'algèbre comme ça, c'est comme quelque chose qui apparaît, qui va petit à petit écarter l'arithmétique et la géométrie. Donc la question qui va à ce moment-là être posée, c'est est-ce que ça va devenir un nouveau continent mathématique? Est-ce qu'on va passer à 3? Ou est-ce que c'est quelque chose, simplement une technique? Alors en fait, l'histoire, c'est que ça va être constitué comme un nouveau continent mathématique. On va avoir 3 continents après. On va arriver à quelque chose qui serait, alors on partage ça en 3, arithmétique, géométrie et algèbre, à force de... Mais ce geste-là est en fait un geste extrêmement... très fort, très courageux, qui demande une audace de pensée invraisemblable. Et c'est ça que je veux un tout petit peu vous expliquer pour montrer quand même ce dont il s'agit. Pourquoi c'est une chose invraisemblable? Parce que les choses avant étaient partagées ici de manière très séparée. Comment l'expliquer? Il y a 2 manières de le faire. Premièrement, à propos de la question de la démonstration. Et alors là, ça c'est l'héritage grec, hein, parce que vous savez qu'en gros, les mathématiques ont été inventées par les Grecs au sens fort, je vais en parler, la démonstration vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, et les Romains, ils n'ont rien fait, quasiment, ils n'ont rien fait, et ceux qui se sont réappropriés les mathématiques en inventant l'algèbre, donc c'est la civilisation arabe. Et après, c'est passé en Europe. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'est que la géométrie avait des démonstrations très solides. Pourquoi? Parce qu'elle était axiomatisée. Et l'axiomatisation, c'est Euclide, 300 ans avant Jésus-Christ. L'axiomatisation, c'est l'idée, vous partez dans une série de décisions au départ, vous appelez ça des axiomes, et vous déduisez à partir de là. C'est la voie déductive. Vous décidez, vous définissez, etc. Vous avez les axiomes, par un point passe une parallèle et une seule avec un autre, enfin bon, je ne m'étends pas sur ces choses-là. Donc la géométrie avait un système de démonstration extrêmement paradigmatique, parce que axiomatisé. L'arithmétique n'avait pas du tout ça. L'arithmétique n'avait pas un système de démonstration axiomatisé, etc. Donc, dans les démonstrations arithmétiques, on bricolait. Et en particulier, on procédait par le raisonnement par induction, qui est appelé raisonnement par récurrence. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez une propriété, vous voulez montrer la propriété pour tout n, pour tout nombre entier,
vous vérifiez qu'elle est valable au départ à 0, et vous dites si elle est valable pour elle et qu'elle est valable pour n plus 1, elle va être toujours valable. C'est un peu, vous savez, comme les séries de dominos qu'on voit tomber, etc. Vous calculez bien que chaque domino, s'il tombe, il fait tomber le suivant, et puis vous assurez au départ que le premier tombe, évidemment, parce que sinon... Donc vous dites après, si le premier tombe, et si chacun entraîne le suivant, c'est démontré. Mais ce n'est pas une démonstration très très satisfaisante. Ça, on appelle ça une démonstration par induction, par exemple. Ça, c'était une démonstration arithmétique. Mais elle n'avait pas la valeur de la démonstration géométrique qui était acquise. D'où le fait qu'à l'époque, et alors ça a été explicité dans un interdit d'Aristote, explicitement dans les secondes analytiques. Alors, les analytiques d'Aristote, c'est les volumes dans lesquels il réfléchit sur ce que veut dire démontrer. Et dans les secondes analytiques, Aristote dit, on n'a pas le droit de démontrer une proposition arithmétique par la géométrie. Il interdit ça. N'étant pas trop là-dessus, etc. Pourquoi? Mais enfin, on voit bien parce que les deux... Donc ça veut dire qu'on ne peut pas passer. Les deux continents sont comme ça, mais il y a comme une barrière, il y a un mur entre les deux. On ne passe pas. Alors évidemment, aussitôt, ça pose un problème. Et alors de dire, mais attendez, les mathématiques, c'est un seul continent ou c'est deux continents? Bon. Alors, l'effet d'ailleurs de ça, c'est qu'à l'époque, on mettait dans les mathématiques un peu n'importe quoi, parce qu'on mettait l'astronomie. Pourquoi? Parce que l'astronomie était mathématisée, on se servait des mathématiques. Mais c'est pas parce qu'on se sert des mathématiques que c'est les mathématiques, évidemment. Et puis on mettait la théorie musicale, parce qu'on se servait aussi des mathématiques pour la musique. Et c'est pas parce qu'on s'en sert que c'est des mathématiques. On voyait bien que donc l'esprit de qu'est-ce que c'est qu'exactement la mathématique, c'était pas clair. Mais à mon avis au départ, parce que ces deux continents étaient très fortement séparés. Et il l'était par un autre point qui est capital, parce que c'est là que l'algèbre va surtout introduire... va introduire ce que j'appelle un pli, c'est que... Donc vous avez l'arithmétique ici qui s'occupe des nombres. Alors les nombres, au départ c'était des nombres entiers, 2, 3, etc. Mais après on a accepté les nombres fractionnels, 5 demi. Je ne parle pas pour le moment des nombres négatifs, on ne s'en occupe pas. Et puis ici vous avez les grandeurs géométriques. Bon ben les grandeurs, imaginez, vous mesurez ça avec des mètres. Et alors, à l'époque grecque, qu'est-ce qu'on avait? On avait le fait qu'à tout nombre, on pouvait associer une grandeur. Donc une grandeur, c'est un segment. D'accord? Bah, mettons, vous avez 2, vous pouvez associer ici, si vous avez un segment, vous dites que celui-là vaut 1, vous associez 2. Si vous avez un segment 3, vous faites ça. Si vous faites 3,5, vous mettez la moitié. Donc à tout nombre, on pouvait associer une grandeur. Mais, et c'est là où ça a été d'ailleurs une catastrophe, vous n'avez pas l'inverse. Ça, c'est pas vrai. C'est faux. Et alors pourquoi l'exemple canonique, c'est la diagonale du carré, c'est-à-dire les Grecs s'étaient rendus compte que si vous prenez un carré tout bête, d'ailleurs, oui c'est ça, pardon, un carré tout bête de côté 1. Donc ici vous avez une grandeur tout à fait normale. Quand vous dessinez votre carré, ici vous avez une grandeur tout à fait normale, la diagonale du carré, puisque vous avez votre carré. Or, ici, vous avez à ces côtés, vous pouvez associer un nombre, ici vous pouvez associer un nombre, mais à ça, vous ne pouvez pas en associer. Pourquoi? Parce que ce nombre, mis de manière moderne, c'est racine de 2. Théorème de Pythagore, enfin de Pythagore, oui, c'est ça, oui. 1 plus 1 égale le 2 au carré, donc l'autre c'est racine de 2. Or, les Grecs ont démontré par là-dessus, alors ça c'est une question passionnante aussi, que racine de 2 ne peut pas s'écrire comme n sur p avec n entier et p entier. C'est pas possible. Interdit, impossible. La démonstration prend 3 minutes. Je peux vous la faire si vous voulez, mais c'est pas, pour dire, c'est pas très. Et le résultat capital, ça veut donc dire que à tout nombre, on peut associer une grandeur, à tout nombre arithmétique, on peut associer une grandeur géométrique. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Il y a des grandeurs géométriques très simples, comme celle-là, très simples à tracer, auxquelles on ne peut pas associer de nombres. Donc, là aussi, nos continents sont séparés, sont divisés, parce que leurs objets ne sont pas en correspondance biunivoque, comme on dit. C'est-à-dire, au nombre, on peut associer une grandeur, mais pas l'inverse. Alors, donc, vous voyez, deux raisons pour lesquelles les mathématiques étaient partagées en deux continents qui avaient quelques échanges, mais qui étaient quand même cloisonnés par une barrière. Et alors, ce qui va se passer, c'est que l'algèbre elle-même, là-dedans, va froisser ça, de manière, d'une façon assez violente, mais une bonne violence, parce que finalement, beaucoup de pensée est une violence faite, par exemple, une violence faite à l'interdit d'Aristote, c'est-à-dire, on ne va pas se conformer à ça. Et alors, comment ça va se passer? Excusez-moi, c'est que
on va avoir l'idée, je vais m'en tenir là du point de vue de la difficulté, c'est-à-dire on va avoir des quantités, merci beaucoup, on va avoir des quantités algébriques, mettons, on va appeler x, qui peuvent être indifféremment des nombres ou des grandeurs. Alors des nombres, c'est 3, et puis ici, les grandeurs de segment 3. Quand on va avoir l'équation comme celle que je vous ai parlé, x2 plus 10x égale, 39. X ici peut désigner un nombre, on va savoir que c'est le nombre 3 à la fin, mais Al-Khwarizmi va en donner une démonstration en mettant une grandeur. Il dit supposons un carré qui a comme longueur x, et à ce moment-là, cette fois, x désigne une grandeur géométrique. Donc, les algébristes vont d'une façon replier l'un et l'autre en disant moi je travaille sur des quantités algébriques que je peux interpréter comme des nombres, comme des grandeurs, pour moi c'est kiff-kiff, j'en occupe pas. Mais, ce faisant, sans s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte, on ne sait pas trop, là on ne va pas rentrer dans la... Mais en tous les cas, dans la pratique, ils vont justement comme froisser les choses, parce que, vous voyez bien que quand vous avez une équation, mettons x2 égale 4, et x2 égale 2, bon, d'un point de vue algébrique, c'est exactement la même chose. Bon. Sauf que donc vous avez x qui est bon. Sauf que la première donne un nombre, parce que x2 égale 4, ça veut dire x égale 2, si vous êtes dans les nombres entiers. Alors que donc là, ça donne un nombre, alors que ici, ça donne racine de 2, qui n'est pas un nombre. Mais pour les algébristes, ils ne s'en occupent pas de ça. Donc, je veux dire, ils travaillent sur cette équation sans s'occuper de savoir si à x, il correspond exactement à un nombre au sens de l'arithmétique. Donc, ils vont comme froisser, vous voyez, la distinction, créant des nouveaux rapports entre les deux continents, introduisant le leur, développant tout un calcul, et faisant bouger l'ensemble de l'univers mathématique. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va arriver après, dans un premier temps, avec l'idée que la mathématique est 3 continents. Alors, à l'époque, on les distinguait par les objets. Alors, il y aura l'arithmétique, les objets, c'est les nombres, la géométrie qui reste, l'objet c'est les figures, et puis un nouveau continent dont les objets seront les équations. Et alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après, une fois ils vont développer le calcul, bon je vous passe, etc., ça va s'ensabler, il va y avoir une transformation très importante au XVIe siècle, parce qu'on va faire intervenir l'écriture avec la lettre X, parce que les Arabes à l'époque n'écrivaient pas à X, hein, donc toutes les démonstrations sont dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire il écrit jamais x2 plus x, etc. Il dit tu prends une chose, tu l'élèves au carré, tu rajoutes 10 fois la chose, tu obtiens 39, quelle est la valeur de la chose? Mais il écrit bon. Alors c'est très compliqué hein, quand vous faites les choses comme ça, et pourtant ils sont arrivés à des résultats invraisemblables. Mais donc ça va être l'invention de la lettre X, ça c'est Viette, ça va être le côté européen. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Les mathématiques vont continuer de proliférer, parce qu'il va y avoir les fonctions là, avec l'analyse. Ceux qui connaissent le développement de l'analyse, dans l'analyse, ça va être des nouveaux objets, les mathématiques, les fonctions. Puis après, il va y avoir la théorie de la topologie, avec la théorie des graphes, etc. Et puis on va se rendre compte qu'on ne peut pas comprendre les mathématiques dans leur unité si on collectionne comme ça les objets, parce que la liste devient infinie. C'est un peu la même chose que dans les problèmes d'ailleurs de classification, etc. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après? C'est que tout ceci au XXe siècle va être réunifié par deux choses. D'une part, une axiomatisation générale, l'arithmétique va se trouver axiomatisée, c'est-à-dire l'ensemble de la mathématique va être unifié par le paradigme de la géométrie, les lois de la géométrie. Donc, axiomatisation de l'arithmétique, Peano, fin du XIXe siècle, axiomatisation de l'algèbre avec Hilbert, début du XXe siècle. Donc déjà, les séparations ne vont plus exister, puisque tous les continents mathématiques vont être unifiés sous le paradigme de la géométrie, du point de vue de la démonstration. Et deuxièmement, il y a l'idée qu'on va distinguer les disciplines mathématiques non plus par les objets, mais par les structures. L'idée, c'est que l'objet ne peut pas être pris au départ parce que c'est la structure qui constitue l'objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une donation spécifique, c'est dans une certaine condition qu'il y a quelque chose comme un objet. Vous voyez bien que par exemple l'équation, traiter l'équation comme un objet, pour la mathématique, oui, mais c'est parce que dans la mathématique, c'est un objet. Sinon, en dehors, pour quelqu'un, si on parle à quelqu'un, c'est pas exactement un objet. Même si vous dites un cercle, c'est pas un objet dans la vie courante, parce que dans la vie courante, vous n'avez jamais affaire à un cercle infiniment fin, etc. Alors donc, ça va être l'unification des mathématiques par les structures. Et il va y avoir l'idée qu'à ce moment-là, l'arithmétique, c'est les structures d'ordre, la géométrie, c'est des structures topologiques, et l'algèbre, ça va être des structures algébriques, c'est-à-dire des lois de composition. Alors ça va... Donc un remaniement, à ce moment-là, une réunification des mathématiques sous des nouveaux schémas, ça c'est le XXe siècle.
Mais 20e siècle, c'est 13 siècles après El Khawarizmi, il faut comprendre. Voilà, donc si vous voulez, moi ce que j'en ai fini, ce qui me paraît donc absolument essentiel, c'est de montrer d'abord c'est une invention à un moment donné, une émergence, il n'y avait pas d'algèbre avant, c'est lié à l'invention des mathématiques par les Grecs, ça c'est eux qui l'ont inventé, c'est-à-dire le fait non plus d'expérimenter les choses, mais de vouloir démontrer, de vouloir réfléchir. Par exemple, à Samuel, à un moment donné, il dit, j'ai une équation, est-ce qu'elle est valable? Il dit, je peux trouver une infinité de cas où elle est valable. Est-ce que ça veut dire qu'elle est valable? Lui dit non, si je ne l'ai pas démontré, elle n'est pas valable. Et après, il produit un contre-exemple, pour montrer, oui d'accord, je peux avoir une infinité de cas, mais si je n'ai pas trouvé le cas qui montre que c'est pas vrai, donc on ne peut pas se baser sur, de dire, puisqu'on l'a vérifié dans beaucoup de cas, ça marche. Non, ça ne marche pas. Il faut l'avoir démontré. Voilà, donc, et cette naissance de l'algèbre par une certaine audace pour faire bouger les frontières, pour braver l'interdit d'Aristote, pour arriver à calculer sur des inconnus, même si on ne sait pas très bien si c'est des nombres, etc. C'est ça que produit l'algèbre, et à ce moment-là, elle rompt, on va dire, le verrouillage des mathématiques grecques tel qu'il avait été hérité à la fin des Grecs, sachant qu'en gros les Romains n'avaient rien fait, quoi. Et alors à partir de là, on rentre dans un grand mouvement qui va être repris par l'Europe au XVIe et XVIIe, Vienne, Descartes, etc., et qui va relancer les mathématiques. Sachant que, si vous voulez, dans les mathématiques les plus contemporaines, par exemple les choses qui sont capitales, qui sont en mouvement, c'est des croisements entre géométrie et algèbre. On appelle la géométrie algébrique, c'est-à-dire la géométrie qui tâche de s'algébriser, ou l'algèbre géométrie, l'algèbre qui tente de se géométriser. Donc on va dire les développements les plus récents, enfin les plus vivants, sont de ce côté-là. Et donc c'est finalement un résultat à très grande échelle, avec des centaines d'années, avec des mouvements collectifs de centaines de génies, pour arriver à ces choses-là. Enfin, il faut avoir une idée, voilà, de l'ampleur de la chose. Terminé.